Là, je suis navré. On va attendre l'heure. Pourtant, la précision suisse. Hein. Ah, c'est plus que ça. Non. Mais si ça se trouve, il m'entend. Et oui, on vous entend. Ah bon. Je parlais de la précision suisse. Eh bien, vous voyez, elle est là. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, je vous remercie. Et vous-même? Très bien. Vous êtes bien installé à Bruxelles? Ah oui, ça va, oui. Je vais pas à me plaindre. Très bien. Donc on va y aller? Oui, allons-y. Monumental. Monumental. Joanne Ducet. Réalisation. Christian Moreau. Eh bien, bonjour. Je m'appelle Jacques Gossard et je suis historien spécialisé dans les civilisations disparues et, pour dire les choses de manière un petit peu plus précise, plus exactement dans ce qui concerne les mystères relatifs aux civilisations disparues. Donc je suis historien et je suis également cofondateur d'une revue qui est consacrée au mystère de l'archéologie et qui s'appelle Cadat. C'est une revue belge que l'on peut obtenir essentiellement par abonnement. On dit que s'y trouvaient des édifices magnifiques, que les effectifs de son armée et sa marine étaient considérables, que c'était peut-être la société la plus évoluée du monde antique. On dit qu'elle a disparu en un jour et une nuit. Une civilisation extraordinaire, perdue à jamais. Dans votre livre Atlantide, paru aux éditions d'Hervy, vous compilez toutes les informations, toutes les théories sur le sujet. Comment est-ce que tout a commencé ? Alors en fait, au départ, je n'étais pas du tout partisan de l'Atlantide. Je n'étais pas ce que l'on appelle maintenant un atlantologue. Au contraire, disons que à force de lire et d'entendre des tas de choses sur l'Atlantide, un beau jour, j'ai décidé que j'allais mettre mon grain de sel pour démontrer une bonne fois pour toutes que l'Atlantide, c'était un mythe. Et donc j'ai commencé une étude en profondeur, voici déjà maintenant quelques années, et petit à petit j'ai été obligé de changer un peu mon fusil d'épaule parce que je me suis aperçu que l'Atlantide, eh bien c'était pas du tout un mythe, qu'il y avait énormément d'indices et même de preuves qui allaient dans le sens d'une réalité historique. Et c'est ainsi que j'en suis arrivé à écrire ce livre, et même plusieurs d'ailleurs, au sujet et de l'Atlantide et des Atlantes qui ont pu réchapper à la catastrophe. Pour vous donc, c'est une vérité historique et pas une légende. Exactement, c'est une vérité historique et d'ailleurs celui qui en parle au départ et qui est le philosophe grec Platon dit bien à plusieurs reprises dans son texte, vous savez, l'histoire que je vous raconte, c'est quelque chose qui paraît extraordinaire, mais pourtant c'est une histoire vraie. Et il insiste lourdement là-dessus. Et effectivement, il semble qu'il ait raison, parce que, encore une fois, les indices archéologiques sont nombreux qui plaident en faveur d'une historicité de l'Atlantide. Dans cette émission, on va quand même beaucoup parler de théories, d'hypothèses, mais il faut dire qu'il y a des équipes scientifiques tout à fait sérieuses qui travaillent sur ce sujet qu'est l'Atlantide. Ah, bien sûr. Au départ, je dirais qu'il y a encore une cinquantaine d'années, l'Atlantide, c'était surtout affaire d'amateurs, de gens qui étaient passionnés par le sujet, qui avaient plus ou moins de compétences. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup de tort, je crois, à l'Atlantide, au sujet Atlantide, parce qu'un certain nombre de gens qui n'étaient absolument pas compétents se sont mêlés d'étudier le sujet et d'émettre des hypothèses. Mais actuellement, je dirais que l'Atlantide, ou plutôt l'atlantologie, c'est devenu une branche de la science archéologique multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'à côté d'archéologues, tout à fait reconnus, tout à fait sérieux, on trouve des vulcanologues, des géologues, des historiens de toutes sortes. Et donc c'est vraiment devenu quelque chose de très sérieux qui est étudié à plusieurs niveaux et dans différentes sections de l'archéologie. Pour démêler la vérité de la fiction, il faut revenir aux sources. Pour Angela Hobbs,
il faut relire un philosophe. Tout ce que nous savons de l'Atlantide vient de quelques pages du livre que je tiens entre mes mains. Un livre du philosophe grec Platon, le père de la philosophie. Il n'existe pas d'autre source du mythe de l'Atlantide. C'est la seule. On raconte qu'apparut un royaume puissant venu d'un autre monde dans l'océan Atlantique. On pouvait alors traverser cet océan, car il s'y trouvait une île devant ce détroit que vous appelez les colonnes d'Hercule. Le premier à en parler de l'Atlantide, vous l'avez dit, Jacques Gossard, c'est le philosophe Platon, et c'était tout de même il y a 2500 ans. En fait, Platon, finalement, est le seul à avoir parlé de l'Atlantide. Tout est parti de là. En fait, il en a parlé dans 2 textes célèbres, qui sont le Timée d'une part, le Critias d'autre part, et il a raconté l'histoire de l'Atlantide sous forme de dialogue entre plusieurs personnages. Dans le premier livre, le Timée, il parle essentiellement de l'existence de l'Atlantide et de sa destinée dramatique. Et dans le deuxième, le Critias, il décrit ce qu'était l'île Atlantide et où elle se trouvait. Il le dit, et il le répète à plusieurs reprises dans ces 2 textes, cette histoire, il ne l'a pas inventée. En fait, elle provient d'un Athénien qui vivait 170 ans avant lui, qui s'appelait Solon et qui était dictateur d'Athènes. Et à l'époque, les gens fortunés en Grèce, lorsqu'ils en avaient les moyens, faisaient des voyages d'études. Et Solon est donc parti en voyage d'études. Et parmi les destinations les plus courues, pour les Grecs, l'Égypte était, je dirais, un pays incontournable. Et donc Solon s'est rendu en Égypte. Il s'est, au fil des jours et des mois, lié d'amitié avec des prêtres égyptiens du temple de Saïs. Saïs, c'est une ville qui se trouve dans le delta du Nil, donc au nord du Caire. Et là, à force de discuter avec ces prêtres, il a gagné leur confiance et les prêtres ont commencé à lui parler de ce qui s'était passé bien avant Solon, bien avant lui. Et donc, ils ont commencé à raconter l'histoire de l'Atlantide à Solon. Et c'est comme ça que cette histoire a commencé. Solon a été vivement impressionné par ce qu'il avait entendu des prêtres égyptiens. Il aurait noté tout cela. Il en aurait fait des notes préparatoires à un livre qui n'a jamais été écrit, mais enfin, apparemment, les notes auraient existé. Et il est rentré en Grèce. Là, il en a parlé à son frère. Son frère lui-même en a parlé à un neveu, et ainsi, de fil en aiguille, et après 5 intermédiaires, le récit est finalement arrivé aux oreilles de Platon, qui l'a couché par écrit sous forme de dialogue dans le Timée et le Critias. Les descriptions de Platon sont incroyablement détaillées, et ses écrits offrent à qui recherche l'Atlantide un véritable catalogue de pistes, à commencer par la localisation de la ville perdue. Selon lui, l'Atlantide était un royaume sur une île composée de plusieurs anneaux de terre, situés au-delà des colonnes d'Hercule. À quoi ressemblait le royaume de l'Atlantide ? Alors c'était presque le paradis. En fait, il faut savoir que Platon situe l'île Atlantide. D'abord, c'est une île qui se trouve au milieu de l'Atlantique et en face des colonnes d'Hercule. Alors, quand on regarde une carte, on s'aperçoit qu'on est à peu près à la hauteur entre les Açores et les Canaries, c'est-à-dire que déjà le climat est quand même relativement clément. Et effectivement, d'après la description qu'en fait Platon, l'île Atlantide jouissait d'un climat presque paradisiaque, avec la faune correspondante. Il y avait des éléphants, il y avait une flore extrêmement luxuriante. On faisait apparemment des récoltes extraordinaires et le sous-sol regorgeait de métaux de toutes sortes. L'Atlantide était un pays extrêmement riche où apparemment il faisait bon vivre. Quels indices exactement nous a laissé Platon? Sa description de l'Atlantide comporte environ 40 000 mots et est parsemée de détails très intéressants. Il écrit que c'était une grande cité, disposée en cercles concentriques de terre et d'eau. Elle était construite en pierre rouge, noire et blanche. Le peuple y sacrifiait des taureaux. On trouvait des éléphants alentour, et ce, vers 9000 avant Jésus-Christ.
l'île elle-même était divisée en deux parties. D'une part, une plaine et d'autre part, une zone montagneuse qui entourait la plaine et zone montagneuse qui n'était d'ailleurs pas très élevée. Et au centre de la plaine, les Atlantes avaient bâti leur cité royale, ce qu'ils appellent leur cité royale, donc leur capitale, qui était une cité extrêmement riche et en fait tout à fait caractéristique, et je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'était une cité qui était entourée de murailles, d'enceintes rondes. Platon précise qu'il y avait 2 enceintes de terre et 3 enceintes de mer. Et au centre de ces enceintes circulaires, on trouvait la cité proprement dite, avec une population apparemment nombreuse, parce qu'il précise que les maisons étaient accolées les unes à côté des autres. Il y avait un temple qui, d'après Platon lui-même, était immense et qui, bien entendu, était recouvert d'or et qui était consacré à Poséidon et à l'épouse de Poséidon qui s'appelait Clito et qui était une fille du roi de l'Atlantide. Il y avait également des temples, il y avait un port maritime qui était très important et dans lequel venaient s'amarrer les plus grands navires venant de toutes les parties du monde. Donc c'était vraiment un endroit stratégique extrêmement important et notamment au point de vue commercial. L'île était gouvernée par 10 rois qui se partageaient le territoire et ces 10 rois se réunissaient périodiquement pour définir une politique commune. En dehors de ça, il semble que les Atlantes aient surtout été, d'une part, des agriculteurs, parce qu'on trouvait des champs autour de la capitale, mais également et surtout des commerçants qui possédaient une flotte nombreuse qui leur permettait d'aller un peu dans toutes les directions et de commercer avec les peuples du continent européen et probablement aussi continent américain. Mais ça, disons que on le déduit de ce que dit Platon et notamment on le déduit du fait que, d'après Platon, l'île se trouvait en face des colonnes d'Hercule, donc dans l'océan Atlantique. Et que sont ces colonnes d'Hercule ? Alors oui, les colonnes d'Hercule, en fait, c'est ce que l'on appelle actuellement le détroit de Gibraltar, tout simplement. Que sait-on d'autre sur l'Atlantide ? Disons que c'était un pays très prospère, qui vivait en paix, apparemment avec tout le monde. Mais au fil des générations, les rois atlantes ont commencé à avoir des envies de conquête et donc ils sont partis à la conquête des peuples de l'Europe et ils sont partis à la conquête finalement de l'Égypte et de la Grèce. De l'Égypte et de la Grèce, d'il y a, dit Platon, 9000 ans avant lui, c'est-à-dire vers 10 000 avant Jésus-Christ. Et ils se sont heurtés aux ancêtres des Athéniens, probablement aux ancêtres des Grecs. Et au cours d'une grande bataille entre les armées atlantes et les armées grecques, finalement, les armées atlantes ont été défaites. À la suite de cela, pour punir les Atlantes de ne pas avoir conservé les valeurs de paix qui leur avaient été inculquées, les dieux ont décidé de punir ce peuple et, dit Platon, en l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit, l'île Atlantide s'est abîmée dans les flots et a donc disparu complètement, entraînant la disparition totale de la civilisation atlante. Donc ça se passait aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ, si l'on suit le texte de Platon à la lettre, évidemment. On n'a pas cessé, à travers les siècles, de raconter la disparition de cette île. Le philosophe grec Platon en parle le premier il y a plus de 2000 ans. Monumental. La cité engloutie est-elle un mythe ou sa légende est-elle fondée sur une civilisation qui a réellement existé ? Et pourquoi tant de gens sont-ils portés à la croire ? La position de l'Atlantide, on la cherche encore, et en ce qui concerne sa localisation, là il y a plusieurs théories. Une qui revient souvent, c'est celle qui nous dit que l'Atlantide se trouverait au sud de l'Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est une des dernières théories. Jacques Gossard, historien, auteur du livre Atlantide.
l'Atlantide, édition d'Hervey. Bon, il faut savoir que l'Atlantide, on l'a baladé un petit peu partout dans le monde. C'est le sud de l'Espagne, c'est la Méditerranée orientale. Bon, ça, je dirais que ça peut encore se concevoir. C'est le détroit de Gibraltar proprement dit. Il y a aussi une théorie assez récente qui date d'une dizaine d'années qui parle d'une petite île dans le détroit lui-même, à l'époque où le détroit était un peu plus large et un peu plus long. Mais on a baladé l'Atlantide aussi du côté de la Chine, de l'Indonésie, au pôle Nord, au pôle Sud et même en Auvergne. Donc je dirais qu'on a trouvé l'Atlantide un petit peu partout. Alors effectivement, là, une des dernières théories situe l'Atlantide dans le sud de l'Espagne, dans la région de Cadix, exactement, donc en Andalousie. Je dirais que le seul indice sur lequel se sont basés les archéologues, c'est le fait que les images satellites ont révélé qu'il y avait des structures enfouies à cet endroit, et notamment des structures rectangulaires, mais également des structures circulaires. Et là, je vous rappelle ce que nous disions à propos de la capitale de l'Atlantide, était selon Platon entourée d'enceintes circulaires. Alors, faisons le rapprochement entre le récit de Platon et ce que révèlent les relevés satellites. Les archéologues qui ont étudié la région en ont conclu qu'il s'agissait de l'Atlantide, d'autant que la région a été balayée par une série de tsunamis qui ont donc été autant de catastrophes susceptibles de mettre à mal la civilisation de la région. Ceci étant, il y a un petit problème de date. Et il y a un petit problème de localisation, parce que je le rappelle, Platon parle d'une île située au-delà des colonnes d'Hercule, au-delà du détroit de Gibraltar donc, et au-delà du détroit de Gibraltar, c'est l'océan Atlantique, ça n'est pas le sud de l'Espagne. Première chose. Deuxième chose, Platon dit que cette catastrophe qui a vu la disparition de l'Atlantide s'est déroulée 9000 ans avant lui, donc aux alentours du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Or, ce qu'on a retrouvé dans le sud de l'Espagne, ça date de l'âge du bronze, disons vers 3000 avant Jésus-Christ à peu près. Donc il y a là une énorme discordance au niveau des dates et même au niveau de la localisation. Donc je dirais que là c'est un cas un peu typique de ce que l'on fait en matière d'atlantologie. On découvre des structures, que ce soit des structures enfouies dans le sol ou qu'elles soient le plus souvent enfouies au fond de la mer. Ça, c'est bien, c'est indiscutable, les structures existent, mais ensuite on relie ça à l'Atlantide et ça, c'est un pas qu'il faut faire avec prudence et en général on le fait, je dirais, sans prendre toutes les précautions et surtout en manipulant le texte de Platon en fonction de ce qu'on a découvert. Et ça me paraît un petit peu abusif. Voilà. La quête de l'Atlantide a été l'idée fixe de nombreux grands érudits depuis des siècles et cette obsession a conduit les chercheurs partout sur le globe. Selon certains spécialistes et explorateurs, la description de Platon d'une cité à l'architecture et organisation sociale sophistiquée renvoie à de mystérieuses ruines sur des îles grecques. Dans le sous-sol argileux de cette colline de Crète est enfouie la preuve d'une ancienne civilisation très en avance sur son temps. Les archéologues l'ont appelée la civilisation minoenne. Dans le monde archéologique, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que l'Atlantide, c'est un mythe et que l'Atlantide n'a jamais existé. Et puis, il y a ceux qui veulent bien admettre que l'Atlantide a existé, mais alors, en général, ils répugnent à admettre que une civilisation avancée ait pu s'épanouir au 10e millénaire avant Jésus-Christ, en plein océan Atlantique. Et donc, ils cherchent des solutions alternatives. Et une solution alternative, ça a été la région qui entoure la Crète et notamment le sud des îles Cyclades. L'idée au départ, l'Atlantide a disparu à la suite d'une catastrophe. Ça, c'est Platon qui le dit. Alors, quel genre de catastrophe ? Eh bien, cette catastrophe, cela pourrait être, pour les partisans d'une Atlantide en Crète, l'explosion du volcan de Santorin. Santorin, c'est une petite île qui se trouve dans le sud des Cyclades, et c'est une île volcanique.
Et jusqu'au XVIIe siècle avant notre ère, c'était une île volcanique avec un volcan qui était bien actif, et c'était une île circulaire. Et aux alentours de 1650 avant Jésus-Christ, le volcan est entré en éruption, mais une éruption extrêmement importante, extrêmement puissante. Et donc, cette éruption du volcan de Santorin a été telle que c'est toute l'île qui a véritablement explosé et qui a envoyé dans l'atmosphère des cendres volcaniques jusqu'à, on estime, 30 km de hauteur, et ces cendres volcaniques ont affecté toute la Méditerranée orientale. C'est ainsi que ces cendres, on les retrouve notamment sur les côtes égyptiennes. L'autre aspect de la catastrophe, ça a été les tsunamis qui ont suivi l'explosion du volcan. Et ces tsunamis ont atteint assez rapidement la Crète, qui n'est distante que de 100 km au sud de Santorin, balayant apparemment une partie des constructions qui se trouvaient en bord de mer. Et les partisans de l'Atlantide en Crète en ont conclu que probablement lorsque Platon parlait de cette catastrophe, de cette disparition de l'île Atlantide, il faisait référence à cette fameuse catastrophe qui a évidemment marqué l'Antiquité, parce que toute la Méditerranée orientale a été affectée par l'explosion de Santorin, et notamment ces partisans de l'Atlantide à Santorin expliquent que l'affaiblissement de la culture crétoise, qui est une culture qu'on appelle la culture minoenne, est due à cette explosion, et que dans la mémoire collective, cet événement s'est transformé en une espèce de légende qui est la légende de l'Atlantide. Serait-il possible que les Minoens soient les habitants de l'Atlantide de Platon ? Il y a un problème de date et il y a un problème de dimension en général. Prenons d'abord la date. Si l'on se dit que la catastrophe date de 9000 ans avant Platon, on n'est plus du tout, évidemment, dans l'époque de l'explosion de Santorin, c'est-à-dire vers 1650 avant Jésus-Christ. Alors, les partisans de la théorie Atlantide égale Crète disent « oui, mais Platon, ou peut-être Solon, s'est trompé, soit dans la transcription de ce qui avait été dit par les prêtres égyptiens, soit même dans la transcription des hiéroglyphes égyptiens. Et donc, l'hypothèse, c'est que il y a eu confusion entre les chiffres 100 et 1000, et que donc, lorsqu'on parle de 9000 ans avant Platon, il faut lire 900 ans avant Platon, ce qui nous mène évidemment dans les eaux de l'explosion de Santorin. Ça, c'est le problème de date. Il y a aussi le problème de dimension. Parce que dans son texte, Platon donne les dimensions de la plaine qui entoure la cité royale. Encore une fois, ces dimensions ne collent pas avec ce que l'on sait des plaines de la Crète, sauf si on divise tout par 10, encore une fois. Donc, en manipulant les chiffres, on peut en arriver à interpréter le texte de Platon de manière à faire coller plus ou moins le texte avec la réalité de la Crète et de Santorin. Mais encore une fois, ça veut dire que Platon, on veut bien le croire, mais on ne veut pas le suivre dans tout ce qu'il a dit. Et quand ça ne nous arrange pas, eh bien, on interprète ces données, qui sont pourtant très précises, et on les interprète en fonction de nos théories à nous. Ce qui me paraît un petit peu tiré par les cheveux. Il semble donc que malgré toutes les circonstances concordantes, ce n'est pas l'endroit décrit par Platon. La civilisation minoenne n'a pas été engloutie par les eaux. Et malgré les multiples raisons de localiser l'Atlantide ici, cette théorie ne résiste pas à l'épreuve des faits. Monumental aujourd'hui, l'Atlantide, avec Jacques Gossard, historien. Mais quelle est selon vous alors l'hypothèse scientifique la plus plausible? Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas l'Auvergne. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut suivre le texte de Platon. Et en suivant le texte de Platon, on arrive à quelque chose qui tient la route au point de vue scientifique, au point de vue archéologique. Donc, je le répète encore une fois, Platon dit l'île Atlantide se trouvait au milieu de l'océan Atlantique, c'est-à-dire elle se trouvait au-delà du détroit de Gibraltar. Alors, si nous allons voir au milieu de l'océan Atlantique, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons d'abord qu'il y a une énorme
faille géologique constituée d'une série de volcans qui séparent véritablement l'océan Atlantique en deux. Et cette faille, ce qu'on appelle la dorsale atlantique, divise véritablement tout l'océan et va vers le nord jusqu'en Islande. Et l'Islande est située sur cette faille. On a eu, il y a assez peu de temps, la preuve que cette partie volcanique était encore bien en activité, puisque un certain nombre de volcans islandais sont entrés en éruption et ont fortement perturbé le trafic des avions un petit peu partout dans le monde, et spécialement en Europe. Donc c'est une zone volcanique, et c'est une zone donc qui est éminemment fragile et susceptible d'entrer en éruption au moindre choc un petit peu important. Là, je résume assez rapidement la théorie. Selon une hypothèse, il existait donc au milieu de l'océan Atlantique, dans ce qui constitue actuellement l'archipel des Açores, il existait une île. Cette île était l'île Atlantide. Et puis un jour, est arrivé un visiteur venant de l'espace, ce que l'on appelle actuellement un impacteur, c'est-à-dire un astéroïde. Et cet astéroïde s'est abîmé au fond de l'océan Atlantique, au large, parce que là on retrouve les traces de l'impact, au large de Porto Rico. Alors évidemment, ce météorite étant extrêmement volumineux, a ébranlé tout le fond marin de l'océan Atlantique et a réveillé les volcans qui se trouvaient donc dans cette région de la dorsale médio-atlantique. Et ces volcans sont entrés en éruption, ont provoqué un bouleversement complet de la région, et l'île Atlantide, à la suite de cela, s'est abîmée dans les flots et a disparu sous les flots, ne laissant plus apparaître que les sommets les plus élevés, ce que l'on retrouve actuellement sous le nom d'archipel des Açores. Ça, c'est en très résumé l'hypothèse qui est, à mon avis, la plus valable actuellement. L'être humain s'est toujours interrogé sur le commencement du monde, l'origine de la planète, l'apparition de l'homme. Peut-on la dater ou trouver des preuves? Quel degré de culture l'homme a-t-il atteint? Nous voulons découvrir les dangers cachés au fond de la mer et comprendre comment un phénomène naturel peut détruire toute une civilisation. La première, monumentale. Aujourd'hui, l'Atlantide. Et si l'Atlantide ne se cachait pas en Europe, mais en Amérique? Régulièrement, on annonce la découverte de l'Atlantide. Dernièrement, des géologues brésiliens ont annoncé avoir trouvé 1500 km des côtes de Rio dans les profondeurs de l'Atlantique Sud. Est-ce que ça, c'est une piste ou pas? Mais encore une fois, c'est intéressant parce que ça prouve qu'on prend l'Atlantide au sérieux. Jacques Gossard, historien, auteur du livre Atlantide, édition d'Hervy. Et ce ne sont pas, encore une fois, des farfelus, parce que encore une fois, des farfelus, il y en a eu beaucoup, mais ce sont des gens sérieux, ce sont des géologues, ce sont des archéologues qui sont reconnus internationalement. Donc, je dirais que l'atlantologie est une science qui est très dynamique. Ça, c'est le côté positif de la découverte. Alors, le côté un peu moins positif, c'est le fait, encore une fois, d'assimiler une découverte bien réelle à l'Atlantide. Alors, la découverte bien réelle, c'est effectivement des structures, mais ces structures, ce sont des blocs de granit. Alors, le fait de trouver des blocs de granit au fond de l'océan Atlantique, ça peut être très intéressant parce que le granit, en principe, c'est une roche continentale. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, ce qui se trouve actuellement au fond de l'océan se trouvait au-dessus de la surface, donc à l'air libre, et donc il pouvait très bien y avoir là une île. Mais le problème, c'est le problème de localisation, parce qu'on n'est pas du tout, encore une fois, en face du détroit de Gibraltar, on est dans l'Atlantique Sud. Et puis, il y a le problème de la datation, parce que ce qu'on peut dater, c'est les blocs de granit, et là, on arrive à plusieurs millions d'années. Et donc, on n'est plus du tout dans la période qui a vu naître l'humanité. On est bien avant cela. Donc, je dirais que pour moi, c'est encore une fois un raccourci de pensée assez énorme de relier ce fait réel
qui est l'existence de structures qui étaient à l'air libre à une certaine période, et le récit de l'Atlantide. Si on trouve la localisation de l'Atlantide, on pourra donc expliquer de quelle manière elle a disparu. Peut-être, mais encore une fois, si on trouve des vestiges, et on pourrait, à mon avis, trouver des vestiges dans l'océan Atlantique, au milieu de l'océan Atlantique, on pourrait effectivement peut-être expliquer pourquoi l'Atlantide a disparu. Ceci étant, on trouve quand même des vestiges dans l'océan Atlantique. On en trouve d'abord à Bimini. Bimini, c'est une des plus petites îles des Bahamas. Et là, l'histoire est assez curieuse, parce que la première fois que on a parlé de Bimini, c'est dans les lectures d'un médium américain qui s'appelait Edgar Cayce. Edgar Cayce était un médium qui faisait des lectures médicales, c'est-à-dire qu'il recevait les gens, ça se passait dans les années 30-40, et Edgar Cayce, sous hypnose, leur diagnostiquait leur maladie et leur prescrivait des médicaments. À force de recevoir des gens, il en est arrivé à leur parler de leurs vies antérieures. Et parmi ceux qu'il recevait, il disait, vous, dans une vie antérieure, vous avez été Atlante. Et ainsi, Edgar Cayce, petit à petit, s'est intéressé à l'Atlantide par l'intermédiaire de ses lectures qu'il faisait sous hypnose. Et dans une de ses lectures, il dit, mais l'Atlantide a actuellement disparu, mais elle pourrait très bien ressurgir, et elle ressurgira dans les années 1968-1969, au large des Bahamas, du côté de Bimini. Alors, bien sûr, l'affaire en est restée là, et en 1969, 2 pilotes américains on survolait la région de Bimini, donc dans les Bahamas, et subitement, en passant au large de Bimini, ils ont constaté qu'il y avait des structures qui semblaient se trouver sous l'eau, et très rapidement, les archéologues américains se sont penchés sur la question. On a plongé et là, on a constaté qu'il y avait sous l'eau d'énormes structures faites de grands blocs de pierre et qui constituaient des sortes de murailles d'à peu près 80 mètres de long. Les archéologues qui ont étudié le site en ont conclu qu'il s'agissait peut-être d'un port de l'Atlantide. Alors évidemment, le fait de dire que c'était un port, ça pouvait encore passer, mais que c'était un port de l'Atlantide, ça, bien entendu, ça a créé la polémique qui n'est toujours pas éteinte actuellement, parce que certains soutiennent que les structures en question sont en fait un caprice de la nature et que malgré les analyses qui ont été faites, ils soutiennent que ces structures sont tout à fait naturelles. Ça, c'est d'un côté de l'Atlantique. De l'autre côté de l'Atlantique, on trouve également des structures à peu près similaires et qui se trouvent, elles, au large de l'île de Lanzarote. Lanzarote, c'est une des îles des Canaries. Et on retrouve à peu près les mêmes structures, genre de longues murailles en grosses pierres, en mégalithes, et également une sorte d'escalier que l'on a interprété comme étant peut-être un hôtel. Voilà, on n'en sait pas plus, parce que tant du côté de Bimini que du côté de Lanzarote, eh bien, il faudrait faire des fouilles plus approfondies. Mais pour faire des fouilles sous-marines, il faut de l'argent, il faut des équipes spécialisées, et apparemment, ça n'intéresse pas grand monde d'aller fouiller là-dessous. Mais manifestement, il y a quelque chose, et il faudrait aller voir exactement ce que c'est. Jacques Gossard, si on retrouvait l'Atlantide, est-ce qu'on ne serait pas déçu par les résultats? Alors, ça dépend à qui on s'adresse. Parce que pour un certain nombre d'atlantologues, l'Atlantide était une civilisation en avance sur son temps. Et quand je dis en avance sur son temps, c'est même en avance sur notre temps. Si l'on reprend les descriptions qu'en a fait Edgar Cayce, par exemple, Edgar Cayce a parlé d'une civilisation qui maîtrisait et la matière et l'énergie,
Il a parlé de rayons verts, il a parlé, je ne sais plus, je crois qu'il a parlé, ou si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, de sorte de soucoupe volante. Bref, on a fait de l'Atlantide une civilisation qui est en avance par rapport à tout ce que l'on connaît actuellement. L'autre aspect des choses, c'est de considérer que l'Atlantide a certes existé, mais que c'était tout simplement une civilisation en phase avec son temps. Alors, aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en Europe, vous le savez, on a une civilisation qui est la civilisation du paléolithique final, civilisation certes de chasseurs-cueilleurs encore, mais malgré tout, ce sont des civilisations qui sont très avancées, et on en a des traces que tout le monde connaît. Ce sont les fresques des grottes préhistoriques, notamment de Lascaux, d'Altamira, etc., avec des artistes qui ont produit des œuvres extraordinaires. Et il faut savoir que ces artistes, eh bien, pendant qu'ils travaillaient, ils ne pouvaient pas chasser, et que donc la culture de Lascaux, par exemple, et des environs de Lascaux, était suffisamment organisée, suffisamment développée pour permettre à des gens de passer leur temps à faire des petits dessins. En quelque sorte, même si c'était dans des buts magiques et religieux, pour permettre à des gens de se consacrer uniquement à une activité qui n'était pas une activité de survie. Donc, pour en arriver à ce niveau de civilisation, il faut quand même, je dirais, être assez avancé. Donc, si maintenant on place ce niveau de civilisation au niveau de l'Atlantide, on peut imaginer que cette civilisation était tout simplement une civilisation du paléolithique final, mais que simplement elle était peut-être un petit peu plus avancée en matière d'échanges commerciaux et de voyages sur l'océan. En fait, très tôt, l'homme préhistorique s'est lancé sur les océans. L'Australie, par exemple, a été conquise bien avant cela, aux alentours de 40 000 avant Jésus-Christ. Donc, le fait de voyager sur l'océan n'était pas vraiment un problème insurmontable pour les populations du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Et probablement, les Atlantes étaient une population paléolithique qui vivait sur l'île Atlantide et qui avait développé un commerce essentiellement maritime, qui devait avoir des comptoirs tant du côté américain que du côté européen, et probablement, encore une fois, c'est une hypothèse qui me semble plausible, que les structures de Bimini devaient être un comptoir de ces commerçants atlantes. Et donc, ça dépend du point de vue dans lequel on se place, mais à mon avis, si un jour on découvre vraiment les restes de l'Atlantide, personnellement, je ne serais pas déçu, parce que ça correspondra à ce que j'imagine que pouvait être l'Atlantide. Mais si l'on pense que l'Atlantide était une civilisation qui connaissait la machine à laver le linge atomique, alors évidemment, il y a beaucoup de chances que ceux qui pensent ça seront déçus. Monumental. Il faut dire que l'Atlantide a alimenté passablement d'œuvres littéraires, et pas que, hein. Elle fait presque partie de notre culture. Oui, bien sûr. L'Atlantide a toujours fasciné. Et ça a commencé dès après Platon. On considérait à l'époque que l'histoire de l'Atlantide était tout à fait plausible, qu'il n'y avait aucune raison qu'une civilisation ne se soit pas abîmée dans les flots. Ça faisait partie des choses normales. Malheureusement, un disciple de Platon, qui est Aristote, a décrété que l'Atlantide était un mythe et que ça n'avait aucune réalité historique. Et Aristote avait une telle aura, non seulement dans l'Antiquité, mais jusqu'au Moyen-Âge, qu'on l'a suivi aveuglément et que donc l'Atlantide s'est resté un mythe jusqu'au Moyen-Âge. Et puis à partir de la Renaissance, là, un certain nombre de personnes ont commencé à revoir un petit peu leur position, et notamment un certain nombre de jésuites, dont Athanas Kircher est le plus célèbre sans doute. Et Athanas Kircher a été un des premiers
à remettre au jour l'Atlantide. Il a fait des recherches et il a même dessiné une Atlantide au milieu de l'océan Atlantique. Bref, à partir de ce moment-là, on a commencé à reparler de l'Atlantide et à réétudier le problème de l'Atlantide. Et c'est allé assez loin dans les sphères scientifiques, puisque par exemple, Henry Schliemann, qui est le découvreur de la ville de Troie, s'est intéressé lui-même à l'Atlantide et a élaboré un certain nombre de théories, lui et son petit-fils d'ailleurs. Et à partir du XXe siècle, là, l'atlantologie a vraiment démarré avec des chercheurs de tous bords et de tous azimuts qui y sont allés de leurs recherches et de leurs théories. Mais je dirais qu'au niveau scientifique d'abord, c'est devenu quelque chose de tout à fait, pas banal, mais relativement courant. Et puis, bien sûr, la littérature, notamment, s'est emparée du mythe de l'Atlantide. Et bien sûr, pour ce qui concerne la littérature française, le livre le plus célèbre est certainement l'Atlantide de Pierre Benoît, qui est un grand classique et que j'engage chacun à lire et même à relire parce que c'est un grand moment de littérature. Il y a une bande dessinée très célèbre qui s'appelle l'Atlantide également, qui est due à un dessinateur belge, Edgar Jacobs, qui a, lui, parlé d'une Atlantide, mais qui avait évolué dans le fond des océans et qui avait justement, lui, découvert le rayon laser et les soucoupes volantes. Mais c'est une bande dessinée, bien entendu. Au milieu de notre vaste océan se trouve l'Atlantide. Au cours des années, l'image de l'Atlantide a été enjolivée par l'imagination des scénaristes de films. L'Atlantide, un monde qui voue un culte aux étranges dieux de la science. Et puis il y a des films, oui. Des films d'ailleurs très divers en qualité. En général, c'était plutôt des films de série B. À mon avis, ça ne vaut pas la littérature et la bande dessinée, mais effectivement, le cinéma s'est emparé du sujet et en a tiré pas mal de films. Voici la terre de mes ancêtres, l'Atlantide. Jacques Gossard, et si Platon s'était trompé, si tout cela n'était que pure fiction? C'est possible parce que je dirais que de toute façon, en archéologie, rien n'est jamais définitif, et donc tout ce que l'on peut présenter, même les choses qui paraissent les plus évidentes, peuvent être revues à la suite de l'une ou l'autre découverte. Donc l'Atlantide, c'est une hypothèse parmi d'autres. Mais ceci étant, il y a de plus en plus d'indices qui plaident en faveur de la réalité historique de l'Atlantide. Et je crois que actuellement, en ce début du XXIe siècle, on ne peut plus faire l'impasse sur l'Atlantide historique et que c'est un sujet qui mérite d'être étudié parce que pratiquement tous les ans, on découvre de nouveaux indices qui vont toujours dans la même direction et qui vont dans cette direction d'une Atlantide qui a réellement existé. Donc, moi personnellement, je ne peux pas évidemment affirmer que Platon ne s'est pas trompé, ou plutôt je ne peux pas affirmer que Platon n'a pas été trompé, mais encore une fois, les indices vont tous dans le même sens, c'est que il s'agit vraiment, comme le dit Platon, d'une histoire vraie. Mais une chose est certaine, dans le futur, des découvertes archéologiques encore plus passionnantes auront lieu dans le monde océanique. Et peut-être ces découvertes nous mèneront-elles un jour au site définitif. Peut-être est-ce ailleurs qu'attend d'être enfin découvert le lieu que Platon a appelé l'Atlantide. rts.ch/monumental. Aujourd'hui dans Monumental, nous parlions de l'Atlantide. Les références du livre de notre invité Jacques Gossard se trouvent sur notre page internet. Archives, infos utiles, liens Facebook, podcasts sont aussi disponibles à l'adresse rts.ch/monumental. La semaine prochaine, nous parlerons du pillage et de la destruction du patrimoine dans les pays en conflit ou en crise. Il sera également question du commerce international issu des fouilles clandestines. Et notre invité sera Marc-André Haldiman, expert fédéral en archéologie méditerranéenne.
Monumental, une émission de Joanne Ducé. Réalisation Christian Moreiro. Recherchiste Stéphanie Coudray. Site internet Dany Sulam. Programmation musicale Karine Vouillamont.